Les photos nous aident à nous souvenir des bons moments, mais elles peuvent aussi servir de preuve pour dévoiler la vérité ou, au contraire, dissimuler des informations. La photographie joue facilement des tours à notre perception, alors peut-on s'y fier? C'est une empreinte, là? Indice numéro 1. Ah, je crois que le coupable est une femme. Regarde ici, il y a une sorte de tache au milieu de la fenêtre. Et regarde là. Là, j'ai autre chose. C'est bon. Voilà. Aujourd'hui, nous avons pour mission de relever des indices à l'aide de 7 appareils photo. Et là, ça ne fait aucun doute, ces empreintes ont été laissées par des cambrioleurs. Bonjour à tous. Et si les indices ne manquent pas, c'est parce que nous nous trouvons dans un lieu d'effraction reconstitué qui sert habituellement à former des policiers aux techniques de photographie judiciaire. Comment photographier une scène d'infraction? Et à quoi faut-il être attentif? Un photographe judiciaire professionnel va nous initier aujourd'hui à ces méthodes. Sébastien Reuter est spécialiste en photographie judiciaire et en photomanipulation. Il forme des policiers et des enquêteurs privés à cette discipline. Nous voulons maintenant savoir ce que valent réellement les photos que nous venons de prendre. La parole est à l'expert? Oui. Soyez francs, nous sommes ouverts aux critiques. Ok, je vais quand même essayer de ne pas vous décourager tout de suite. Commençons par les premières photos. J'ai remarqué que vous avez très vite fait le tour des lieux. Il y a un risque de laisser passer certains indices. Et malheureusement, vous en avez laissé passer. Mais voyons les photos que vous avez effectivement prises. Celle-ci est très bien, parce qu'elle donne une vue d'ensemble et situe l'indice photographié ensuite. Il faut toujours aller du plan large vers le détail. Là, c'est parfait. On voit tout le contexte avec les dessins à la craie faits par des enfants. Cela permet de bien comprendre la situation générale. Un seul cliché en plan serré de l'empreinte dans la craie n'aurait pas été parlant. C'était également une bonne initiative de poser la charte de couleurs à côté. De cette façon, si on se rend compte par après que sur la photo, les couleurs ne collent pas à la réalité, on pourra la recalibrer. Ce serait une photo exploitable pour déterminer que cette empreinte-ci a été laissée par un homme, puisqu'on a trouvé une autre empreinte. Absolument. Elles sont complémentaires, si je puis dire. La première dans la craie blanche et l'autre dans de la terre noire. Son contour est bien marqué, parce qu'il faisait froid dehors, que le sol était légèrement gelé. On reconnaît sans peine qu'il s'agit d'une empreinte. La difficulté dans le cas présent, c'est l'exposition. Le réglage automatique de l'appareil n'est pas toujours idéal. Donc il vaut mieux le faire soi-même en mode manuel. Parce que là, l'équerre graduée est illisible. Nous ne sommes qu'amateurs. Bien sûr, mais c'est un défaut que je retrouve souvent sur les photos prises par des policiers. En fait, vous voulez pratiquement le contraire d'une photo artistique avec des arrière-plans flous. Ce n'est pas souhaitable en photographie judiciaire? Oui et non. Là, nous avons un autre indice, même si la photo laisse à désirer, et j'y reviendrai. Vous avez eu l'œil, et vous avez remarqué cette trace laissée par la tête du suspect. En grimpant sur le rebord de la fenêtre, il a dû s'appuyer contre la vitre, et il a bêtement laissé la trace de son visage. Mais sur cette photo, on ne voit quasiment rien. Il faut vraiment savoir ce qu'on cherche pour le deviner. Je me suis dit qu'il fallait peut-être le contexte. Oui, Mais ça n'apporte rien. il aurait peut-être fallu photographier de plus loin, avec un grand angle pour tout voir. Mais ça va. Cette photo suffit au moins à situer les choses. Sur celle-ci, on voit la trace depuis l'intérieur. Mais comme tu l'as fait remarquer précédemment, il faudrait plus de profondeur de champ pour voir ce qu'il y a en arrière-plan. Sur une photo comme celle-là, on ne voit bien qu'une petite partie de la trace, parce que... Les arbres derrière gênent. Oui, ils sont gênants.
C'est comme quand on fait des portraits. On évite que des objets en arrière-plan dépassent de la tête du sujet. C'est un peu la même chose avec cette trace de tête. Photographier ainsi, on ne peut pas en tirer grand-chose. Cette photo n'est donc pas vraiment exploitable. Pas celle-ci, non. Je vais en faire d'autres de bonne qualité pour vous montrer. N'oubliez pas que vous avez découvert un indice, que vous voulez le montrer à quelqu'un qui n'est pas sur place, qui ne peut pas ouvrir la fenêtre. Cette trace sera bientôt effacée. Et vous, vous êtes là pour relever les indices, les fixer. Vous devez montrer à celui qui regarde la photo, par exemple le procureur ou le juge, voilà ce que j'ai vu sur place, et cela ressemblait exactement à ça. Mais attention, une photo peut être interprétée de différentes façons, car tout dépend de notre perception, parfois très subjective. Voyez-vous le jeune homme sur ce dessin? Ou plutôt le vieillard? Vous seriez-vous douté que chacun de ces dessins était composé de 2 visages? La perception humaine est la spécialité du professeur Heiko Hecht, psychologue expérimental à l'université de Mayence. Nous ne voyons pas souvent le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous voulons le voir, tel que nous nous y attendons. Et c'est particulièrement vrai avec les photos. Notre système visuel ne reçoit pas assez d'informations face à une photo pour comprendre ce qui s'y trouve vraiment. Exemple classique, les images à double sens, dont les figures ambiguës autorisent différentes interprétations. Et voici une illusion d'optique en photo. Une route en plein soleil qui donne l'impression d'être inondée. L'explication? Les images et les photos n'ont que 2 dimensions, ce qui trompe notre perception. Lorsque nous voyons un objet devant nous, il y a tout un processus dynamique. Puisque nous bougeons un peu, que nous tournons autour de cet objet, l'image projetée sur la rétine évolue. Notre problème face à une image en 2D, c'est qu'elle ne change pas lorsque nous nous déplaçons. C'est un manque qu'il nous faut compenser. Et la perception, c'est l'ajout de ces informations, une interprétation nécessaire. Résultat, de fréquentes erreurs de jugement et d'interprétation qui faussent notre perception visuelle. Les photos sont très pauvres en informations par rapport à ce que nous voyons réellement. Nos attentes et notre état d'esprit exercent donc une influence considérable. Si j'ai faim, je perçois l'image d'une saucisse différemment que si je suis rassasié. Si je me trouve dans le désert et que je vois un pot de crème glacée, j'aurai une autre réaction que si je suis au pôle Nord. Moins l'image nous offre d'informations claires, plus nos attentes et notre expérience prendront le dessus. Si je regarde cette image à travers un filtre, par exemple une vitre dépolie, je n'aurai d'abord aucune idée de ce qu'elle représente. Peut-être un chien ou une vache, sûrement quelque chose d'animal si je me fie aux couleurs. C'est seulement lorsque la netteté s'améliore que je vois qu'il s'agit de 2 lionnes. Cela montre que nous ne cessons jamais d'interpréter, que nous sommes incapables de voir ce que c'est réellement, quelque chose d'indéfini et de flou. Nous voyons automatiquement des possibilités. Même face à des photos de nature, ou encore avec ce cliché envoyé par une sonde survolant Mars, notre cerveau cherche à repérer des visages et des silhouettes. Heiko Hecht y voit le résultat de notre histoire évolutive. Un phénomène que les spécialistes nomment « théorie de la détection du signal ». Imaginez que vous avancez dans la steppe et que vous craignez un ennemi, par exemple un prédateur. Vos capteurs de reconnaissance d'un prédateur doivent être ultra-sensibles. Et il est bien plus salutaire, si un lapin surgit des fourrés, de croire qu'il s'agit d'un tigre et de s'enfuir en courant, plutôt qu'à l'inverse, si un tigre surgit, de penser qu'il ne s'agit que d'un lapin et de rester planté là. Ce serait alors la catastrophe assurée. Tandis que dans le premier cas, vous vous êtes juste enfui pour rien. L'homme scanne, sans en avoir conscience, le milieu qui l'entoure.
à la recherche de figures connues ou d'êtres vivants. Les photos n'y font pas exception. Heiko Hecht a également étudié une autre particularité de notre perception des images, l'effet Mona Lisa. Quand vous êtes dans un musée, à admirer un portrait qui vous regarde, même si vous faites quelques pas de côté, vous aurez l'impression que le tableau vous suit du regard. Ce n'est pas le cas avec des personnes vivantes ou face à une statue. Si vous vous déplacez, le regard de la statue restera à fixer le vide, alors qu'une image semble vous suivre des yeux. Ce phénomène s'explique par le manque d'informations en 3 dimensions qu'un portrait envoie à notre cerveau. C'est la magie des images. Nous les interprétons différemment des objets réels, d'une façon presque surnaturelle, voire divine. Il y a une part de divin là-dedans. Le regard dans l'image nous fixe, chacun d'entre nous, et on ne peut lui échapper. A contrario, la photographie judiciaire est censée documenter objectivement les faits. Notre expert va nous expliquer comment nous aurions dû procéder sur notre scène d'effraction. Avant tout, il faut déterminer l'utilité de chaque photo en particulier. Que dois-je montrer? Ensuite, il faut réfléchir aux moyens techniques de rendre cela visible. On peut recourir aux autres outils dont on a déjà parlé. Il faut marquer l'indice, l'identifier et le numéroter. Toujours aller de l'extérieur vers l'intérieur et du plus grand au plus petit, pour mieux se repérer ensuite dans les photos. Et enfin, autre point tout aussi important, avec les petits objets qui sont difficiles à voir, comme ici avec cette très fine trace de gras sur la vitre, il faut particulièrement soigner l'exposition. Donc se demander, que faut-il voir en arrière-plan et au premier plan? Je suis curieux de voir ça. Vous avez activé le flash? Oui, absolument. Je me prépare à utiliser le flash parce que si je prends mon équerre graduée, que je la pose ici, et que je photographie vers l'extérieur, tout sera clair dehors et trop sombre dedans. On ne verra plus les graduations, rien qu'une bande noire. Avant, dans le parterre de fleurs, l'équerre était surexposée, alors que là, elle serait sous-exposée. D'accord? Je vais donc commencer par marquer l'indice. Normalement, il faudrait porter des gants, bien sûr. J'essaie de me placer à un angle de 90 degrés pour éviter toute distorsion sur la photo. Et enfin, je photographie, avec le flash dirigé vers le plafond. S'il n'y a pas de plafond, il faut utiliser un réflecteur. Parce que si j'orientais le flash directement vers la vitre, Il y aurait un reflet, comme dans un miroir. c'est ça. Avec les surfaces réfléchissantes, le flash est renvoyé et on ne voit plus rien. Là, le flash va apporter juste un peu plus de lumière, de sorte que l'équerre graduée soit lisible. Voilà. Clic. Et j'ai une très bonne photo. Faites voir. Une seule photo suffit? Non, bien sûr. On peut faire un bracketing, une série de photos en variant l'exposition. Mais puisqu'on photographie tout au format RAW, des données brutes non compressées, on pourra ensuite corriger légèrement l'exposition, éclaircir ou assombrir la photo, accentuer le contraste ou modifier les couleurs. Les photos numériques offrent bien des avantages, mais elles contiennent aussi un grand nombre d'informations. Et parfois, plus qu'on ne le voudrait. Une séance photo à Weimar avec Sophia, une étudiante. Pour elle, c'est surtout l'occasion de faire des photos pour son petit ami, sa famille et ses profils sur les réseaux sociaux. Le photographe dirige la séance. Un sourire, regarde-moi. Arrière-plan, pose, lumière. Mais les photos contiennent bien d'autres informations qui ne se voient pas au premier coup d'œil. Nous sommes à Jena, à l'Association d'information sur les technologies des multimédias et la société. Lutz Donneracke, mathématicien et physicien, veut informer le public sur ces nouvelles technologies et les risques qu'elles représentent.
Avec la photographie argentique, les informations comme la date et l'heure étaient imprimées sur le papier. Une empreinte digitale qui est aujourd'hui cachée dans l'onglet « Propriétés de la photo numérique ». À peine a-t-on appuyé sur le déclencheur que ces données sont enregistrées automatiquement. Les photos numériques contiennent des données EXIF. Ce sont différents champs qui décrivent précisément l'image. Quand on ouvre cet onglet, on y trouve des informations sur le moment où la photo a été prise, sur sa taille, sur l'appareil photo utilisé. Il y a également sa résolution, le type d'objectif, l'ouverture et parfois aussi les informations GPS, donc le lieu de la prise de vue. L'avantage de ces données GPS, c'est qu'on peut ensuite trier ces photos par lieu. Certains sites permettent même de voir où le photographe se tenait précisément. Mais les données EXIF ont le tort d'être également visibles par de tierces personnes ayant accès aux photos. Une fois la photo téléchargée dans un album sur un réseau social, les autres internautes peuvent aussi voir ces informations qui s'affichent directement. Cela peut être très pratique si l'on veut qu'apparaisse l'endroit où a été prise chaque photo d'un voyage. Ça peut être une bonne chose. Mais ça ne l'est plus si d'autres personnes ont elles aussi facilement accès à ces données. Parce que même de simples photos faites entre amis indiquent où on se trouvait et à quel moment. Certains réseaux comme Facebook effacent les données EXIF lors du téléchargement, mais c'est loin d'être le cas partout. Si l'on souhaite garder ces informations confidentielles, il faut modifier les données EXIF ou les effacer totalement. Sous Windows, dans l'onglet « Propriétés », il est facile de créer une copie de la photo sans ces données EXIF. Les données EXIF ont au moins l'avantage d'être faciles à trouver si on sait où les chercher. Ce n'est pas le cas des informations volontairement cachées, un procédé appelé stéganographie. C'est surtout utile pour des documents qui ne doivent pas finir dans d'autres mains. Et si cela arrive malgré tout, pour trouver l'origine de la fuite. Voici un moyen simple de savoir qui a fait suivre illégalement des photos. On sélectionne plusieurs versions d'une même photo, de préférence avec des cadrages ou des angles proches. Et on va les envoyer séparément aux multiples destinataires. Si l'un d'entre eux fait suivre la photo, il sera aisément identifiable. Un photographe appuie souvent à plusieurs reprises sur le déclencheur, obtenant des photos qui ne diffèrent que par le cadrage et le contraste. En définitive, il suffit de comparer l'image illégalement diffusée sur le net avec les photos d'origine pour démasquer le responsable. Et même avec une seule et unique photo, on peut utiliser ces repères discrets. La méthode la plus simple est de procéder à une légère retouche, par exemple la luminosité. On peut varier la luminosité d'une seule photo de façon à différencier chaque version, l'une étant un peu plus claire, l'autre un peu plus sombre. On peut aussi modifier légèrement les couleurs sans qu'on le remarque. Là, je vais assombrir l'image d'un cran. Encore un peu. Et celle-ci, je vais l'éclaircir un peu. Et là encore. Voilà. J'ai ainsi créé plusieurs photos légèrement différentes. La retouche numérique permet même de dissimuler un texte ou une photo entière dans une autre image. La manipulation est impossible à discerner à l'œil nu. Et pour rendre à nouveau visibles les informations cachées, le destinataire n'a besoin que de la photo originale non retouchée. En observant la photo, on ne décèle rien de particulier. Mais avec un logiciel, je peux demander à soustraire l'image originale. C'est alors qu'apparaît l'image cachée. Elle est encore un peu sombre, je vais l'éclaircir. Voilà la photo cachée dans le fichier. Elle était de petite taille, donc de mauvaise qualité. Mais elle était bien cachée et je peux ainsi la diffuser sur Internet. Il existe des logiciels qui permettent de dissimuler facilement du contenu imagé. De quoi intéresser les conspirateurs de tout poil. Seule façon de supprimer des informations cachées par ce biais,
imprimer puis scanner la photo. Alors les données numériques d'origine n'existent plus. Notre initiation à la photographie judiciaire touche à sa fin. Mais de notre côté, nous avions aussi préparé un petit défi pour Sebastian Reuter. Oui, il y a 2 semaines, il a reçu cette pile de photos prises par nos soins. Sa mission, trouver où et quand elles ont été prises et reconnaître ce personnage. C'était difficile? Affreusement difficile. J'ai presque désespéré d'y arriver, du moins au début. Nous avons hâte de savoir ce que vous avez trouvé. Mais d'abord, nous allons tout vous révéler, à vous. Un tournage de Xenius, mi-octobre, à Berlin. Nous avions photographié Jonas Schützeberg, ancien champion d'aviron, devenu journaliste sportif. Et nous avions passé la journée au club d'aviron berlinois sur le lac de Wannsee. À présent, le rapport de l'enquêteur. La première photo qui m'a interpellé, c'est celle avec le bus jaune traversant le pont. Je me suis dit que ce devait être un bus de transport en commun. Quelle compagnie de transport public utilise des bus jaunes en Allemagne? Quelques recherches sur Internet m'ont montré que les bus berlinois étaient jaunes. Cependant, je sais qu'à Berlin, il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup de ponts. Je pouvais néanmoins en exclure certains, soit à cause de leur structure métallique, soit parce qu'ils n'étaient pas ressemblants. Je savais aussi, grâce à la photo, qu'il devait y avoir un panneau rouge devant, et que sur le pont, la rambarde était en métal, pas en pierre, et qu'il y avait 2 lampadaires. Mais vous avez passé toute une soirée sur l'ordinateur à consulter des images de ponts berlinois? Ou alors comment avez-vous fait? Non, pas tout à fait. Il me fallait un autre début d'idée. Or, je savais qu'il devait y avoir un port à proximité, face aux photographes, parce qu'on aperçoit des bateaux au fond. C'est ainsi que j'ai trouvé l'endroit, le club d'aviron de Berlin. À ce stade, je connaissais donc la ville, je connaissais le lieu, mais je ne savais pas encore quand la photo avait été prise, ni qui était le jeune homme. J'ai continué à fouiller sur Internet et je suis tombé sur la photo d'une équipe de rameurs juniors. Et il y avait leur nom en légende. J'ai alors repris l'une de vos photos, qui ne me disait rien au début. La voilà. À cause de son nez? De sa bouche et d'une particularité, qui est cette petite verrue là-haut, à la racine de son nez. Et puisqu'avec la photo sur Internet, j'avais les noms de plusieurs sportifs, Incroyable! j'ai essayé de trouver un rameur avec une petite verrue. J'ai donc vérifié chaque nom mentionné sous la photo. Et enfin, j'ai trouvé une photo de l'un de ces sportifs, en plus gros plan, où l'on voyait la même verrue à la racine du nez. J'avais donc l'endroit et la personne, mais pas la date. Là, j'ai ressorti une autre photo, qui ne m'avait pas servi jusque-là, mais dont je savais qu'elle contenait un indice temporel. On y voit un petit morceau de la couverture d'un magazine, avec plusieurs lettres. Le type de police m'a indiqué à peu près dans quelle direction chercher. J'ai fait défiler plein d'images sur Internet et j'ai finalement trouvé le magazine, avec la bonne photo en couverture. Et évidemment, la date de publication, le 27 octobre 2016. Alors, comment s'appelle l'homme recherché? L'homme photographié est Jonas Schützeberg, membre du club d'aviron berlinois. Je suis vraiment Bravo! impressionné. Ah oui, Et puisque vous avez résolu l'affaire, voici la confirmation en 2 photos qui vous auraient sûrement tout appris sur le champ. Voici Jonas et voici le club d'aviron. combien d'heures vous a-t-il fallu pour y arriver? Avec ces photos, j'aurais sûrement mis 15 à 30 petites minutes. Mais les indices sur les photos fournies étaient tellement minces que j'ai bien dû y réfléchir pendant 2 jours, peut-être même 2 jours et demi. Et sur cette période, j'ai fait 6 à 8 heures de recherche sur l'ordinateur. Est-ce que c'est une durée normale pour vous de travailler aussi longtemps sur une affaire? Oui, cela peut arriver. Il est donc essentiel que les photos soient de bonne qualité, parce que meilleures elles sont, plus le taux d'élucidation est élevé.
Nous avons vu aujourd'hui comment s'y prendre. En général, vous travaillez plutôt sur des images issues de caméras de surveillance. Vous ne disposez pas toujours de photos nettes du coupable. Oui, des images de caméras embarquées, de vidéosurveillance. Parfois aussi des photos de scènes d'infraction qui sont difficilement exploitables. Je suis là pour essayer d'en tirer un maximum d'informations. On se rend compte que pour exercer ce métier, il faut être très rigoureux et posséder une patience à toute épreuve. C'est vrai. Et votre défi est presque venu à bout de la mienne. Félicitations, vous avez réussi. Je suis impressionné. Oui, bravo et merci beaucoup. Merci. Sur ce, Émilie et moi allons encore nous entraîner un peu pour faire des photos de meilleure qualité. Oui, et nous allons de ce pas relever les derniers indices qui nous ont échappé dans le jardin. À bientôt. À la prochaine.